chacun croyait que Bing Crosby et Bob Hope étaient les meilleurs amis du monde. Leur comédie était parfaite. Leur chimie était naturelle. Mais tout cela n'était qu'un numéro. 1962, lorsqu'ils ont tourné leur dernier film de route ensemble, quelque chose avait changé. Crosby était concentré sur son empire et sa nouvelle famille. Hope se contentait d'assurer le spectacle. Que s'était-il passé entre ces deux hommes? La réponse se trouve dans un secret que Hollywood a essayé d'enterrer. Leur amitié n'a jamais été réelle. Ce n'était qu'une affaire commerciale, et les affaires allaient main que main tourner. Harry Lillis Crosby est né le 3 mai 1903 à Tacoma, Washington. Il est venu au monde dans une modeste maison que son père avait construite au 1112 North J Street. Son père travaillait comme comptable dans une brasserie, gagnant à peine assez pour s'occuper de 7 enfants. Sa mère était une Américaine d'origine irlandaise de 2e génération qui aimait la musique. Pendant des années, la famille a déménagé d'une maison louée à une autre jusqu'à ce qu'elle construise enfin sa propre maison 1913. Il est presque difficile de croire que ce garçon, né dans la pauvreté de la classe ouvrière, était un descendant de William Brewster, passager du Mayflower, et qu'il vendrait un jour plus de 300 millions de disques. Le garçon que tout le monde appelait Harry deviendrait finalement Bing, l'un des noms les plus célèbres du divertissement américain. Le surnom est apparu quand il avait 7 ans. Il était obsédé par une bande dessinée appelée le Bingville Boogle dans le Spokesman Review. C'était une parodie des journaux des petites villes et cela le faisait rire aux éclats. Un voisin, Valentine Hobart, a commencé à l'appeler le Bingo de Bingville. Bientôt, cela a été raccourci Bing. Le nom lui est resté à vie, même si sa mère n'a jamais cessé de l'appeler Harry. Rares sont ceux qui auraient pu deviner qu'une bande dessinée peu connue donnerait naissance à un nom de scène valant des millions. 1906, la famille a déménagé à Spokane. Le quartier était connu sous le nom de Petit Vatican parce que tant de familles catholiques y vivaient. L'Université Gonzaga et le lycée Gonzaga étaient à quelques pâtés de maison et tous deux étaient dirigés par des jésuites. Bing est devenu enfant de chœur à l'église Saint-Aloysius à 13 ans. Presque tous ceux avec qui il a grandi ont suivi une scolarité catholique du début à la fin. Ses parents ont même acheté une photographie qui lui a fait découvrir Al Jolson, sa première idole musicale. 1920, Crosby s'est inscrit à l'Université Gonzaga pour étudier le droit, comme ses frères aînés. Mais sa véritable passion était la musique. Sans le dire à ses parents, il a acheté une batterie par correspondance et s'est entraîné jusqu'à pouvoir se rejoindre un groupe appelé les Musical Elaters. Il gagnait plus que la plupart des diplômés universitaires ne pouvaient l'espérer. Et Crosby a décidé d'abandonner ses études 2 mois seulement avant l'obtention de son diplôme. Il avait été un étudiant brillant, ayant même prononcé un discours de remise de diplôme intitulé « Le but de l'éducation ». Il était également un athlète talentueux, remportant 7 médailles de natation et de plongeon 1915 et jouant au baseball universitaire. Ses parents pensaient qu'il était sur la voie d'une carrière juridique respectable. Au lieu de cela, il préparait un avenir très différent. Le 15 octobre 1925, Crosby et son ami Al Rinker sont partis pour Los Angeles dans une Ford Model T de 1916 mauvais état. Ils avaient peu d'argent et de grands rêves. Le voyage a été chaotique. Ils se sont arrêtés à Seattle pour auditionner pour des groupes d'hôtels, ont visité des bars clandestins à Portland et à San Francisco, et ont même joué 1 semaine dans un théâtre de Tacoma. Leur voiture est tombée panne près de Bakersfield et la sœur de Rinker, Mildred Bailey, a dû les secourir. Cette panne a tout changé. Bailey leur a obtenu une audition avec la Fun and Marco Theatrical Company, qui les a engagés pour 40 théâtres de la côte ouest à 75 $ par semaine chacun. 1 an plus tard, Crosby faisait partie du célèbre orchestre de Paul Whiteman à New York. 1926, Whiteman a offert à Crosby et Rinker 150 $ par semaine. À l'époque,
la plupart des Américains gagnaient environ 25 à 30 dollars. Mais la consommation d'alcool de Crosby a rapidement causé des problèmes. Il a été arrêté à plusieurs reprises pour conduite état d'ébriété et a même dû être amené sur un plateau de tournage menotté alors qu'il purgeait une peine pour un accident. Le pari de Whiteman aurait pu se terminer catastrophe, mais il a lancé la carrière de Crosby. Leur première session d'enregistrement a failli tout gâcher. En 1926, Crosby et Rinker ont enregistré I've Got the Girl avec l'orchestre de Don Clark, mais l'ingénieur l'a enregistré à la mauvaise vitesse. La lecture a fait sonner leur voix aiguë et comique. À une époque où une mauvaise première impression pouvait tuer une carrière, ce fut un moment humiliant. Crosby a tiré une leçon, développant la discipline de studio qui allait plus tard faire de lui l'artiste d'enregistrement le plus prospère de son époque. 1927, Harry Barris a rejoint le groupe et ils sont devenus les Rhythm Boys. Barris était un auteur-compositeur qui a créé des succès comme Mississippi Mud, At Your Command et I Surrender Dear. Ces chansons ont contribué à façonner la carrière de Crosby, mais des différends sur l'argent et le crédit ont fini par mettre à rude épreuve leur partenariat. Pendant ces années, les Rhythm Boys ont tourné avec des légendes du jazz comme Bix Beiderbecke, Tommy et Jimmy Dorsey, Jack Teagarden et Hoagy Carmichael. Crosby s'est imprégné du style d'improvisation du jazz, mais il a également adopté le style de vie de gros buveur qui l'accompagnait. Ces connexions ont cimenté sa réputation comme étant plus qu'un simple chanteur de pop. 1929, les tensions avec Whiteman étaient fortes. Le comportement de Crosby a conduit à leur licenciement après King of Jazz, mais ils ont rapidement été réembauchés pour 900 $ par semaine à l'Old Radio Hour. Juillet 1930, ils ont rejoint l'orchestre de Gus Arnheim au Coconut Grove, une décision qui a trahi leur contrat, mais qui a offert à Crosby une visibilité massive. Mai 1931, ils ont quitté le Coconut Grove affirmant que leur contrat avait expiré, alors qu'il restait encore 9 mois. Cela a brûlé des ponts, mais cela a également prouvé que Crosby était prêt à prendre des risques pour contrôler sa carrière. Bing Crosby a épousé l'actrice Dixie Lee le 29 septembre 1930, malgré les avertissements de ses amis concernant sa consommation d'alcool. Au début, cela ressemblait à un mariage hollywoodien parfait. Dixie venait de signer avec Fox Studios 1929, mais 1935, elle a quitté le métier d'actrice pour élever leurs 4 fils. Bing a arrêté de boire après leur mariage, mais la dépendance de Dixie a empiré. Pendant qu'il était absent pour se produire, elle buvait beaucoup, souvent au point de s'évanouir. Les dommages étaient profonds. Des spécialistes de l'université USC ont ensuite étudié de vieilles photographies et ont pensé que leurs fils jumeaux, Dennis et Philippe, étaient nés avec le syndrome d'alcoolisation fœtale. La vie de Dixie a basculé entre l'isolement et la maladie jusqu'à ce qu'elle meure d'un cancer de l'ovaire 1952. Mai 1931, Crosby a signé avec le producteur de comédie Max Sennett. Les Rhythm Boys, son groupe avec Al Rinker et Harry Barris, gagnaient 1000 $ par semaine ensemble. Quelques jours plus tard, ils ont rompu leur contrat avec Coconut Grove, mais Sennett a réduit l'accord à 600 $ par semaine pour Crosby seul. Ses anciens partenaires l'ont accusé de trahison, affirmant qu'il avait volé leur matériel. Crosby a ensuite réalisé 6 courts-métrages de comédie pour Sennett, à commencer par I Surrender Dear, septembre 1931. Ils sont devenus de grands succès, coïncidant parfaitement avec ses ventes de disques plein essor. Mais l'amitié avec les Rhythm Boys ne s'est jamais rétablie. Son grand succès, solo à la radio, a failli s'effondrer avant même de commencer. Le 31 août 1931, CBS lui a demandé de réserver sa propre émission de 15 minutes pour 1500 $. Une semaine après avoir répété tout l'après-midi dans un studio climatisé, il a développé une grave laryngite.
Il a également manqué la deuxième nuit, ce qui a alimenté les rumeurs selon lesquelles il était ivre ou trop nerveux. Il a finalement fait son apparition à l'antenne le 2 septembre, chantant « Just One More Chance »,« I Found a $1 Million Baby » et « I'm Through with Love ». L'émission a décollé instantanément, faisant de lui une star nationale quelques semaines. Cette même année, Crosby a dominé les classements comme personne auparavant. Il avait 10 chansons dans le top 50 à la fois, y compris Out of Nowhere et At Your Command. Plusieurs ont atteint la première place et les chanteurs rivaux se sont plaints qu'il était impossible de rivaliser. Une fausse bataille de baryton avec Ross Colombo s'est rapidement éteinte lorsqu'il est devenu clair que Crosby était intouchable. Ses ventes de disques pendant la dépression étaient si fortes que l'ingénieur Steve Hoffman a déclaré plus tard que l'accord de Crosby de vendre des singles pour 35 cents avec le fondateur de Decca, Jack Kapp, avait sauvé toute l'industrie du disque de l'effondrement. 1932, Crosby a joué dans The Big Broadcast, une comédie sur une défunte star de la radio, étrangement similaire à ses propres problèmes de radio dans la vie réelle. Le succès du film a conduit à un rythme effréné de 3 films par an, une émission de radio hebdomadaire d'1 heure et des tournées constantes. La charge de travail a rapporté des millions de dollars d'aujourd'hui, mais l'a laissé épuisé. Il s'est tourné vers l'alcool et les stimulants pour continuer, tandis que ses longues absences ont aggravé la consommation d'alcool de Dixie. Fin 1934, Crosby a conclu un accord historique avec Jack Kapp chez Decca Records. Les ventes de disques s'étaient effondrées, passant de 110 millions 1921 à 10 millions 1933, et la plupart des labels ont refusé de baisser les prix. Crosby a soutenu l'idée de Kapp de vendre des singles pour 35 cents et est passé aux redevances au lieu de frais fixes. Cette décision audacieuse a rendu la musique abordable pendant la dépression et a créé le système de redevances encore utilisé aujourd'hui. Cette même année, le 13 juillet, Crosby et Dixie ont accueilli les jumeaux Dennis Michael et Philip Lang. Sa carrière explosait, mais son temps à la maison était limité. Dixie a dû faire face aux pressions liées à l'éducation des enfants, tout luttant contre l'alcoolisme. Les 2 jumeaux ont suivi leur père dans le divertissement, mais ont été confrontés à leurs propres difficultés. Dennis s'est suicidé 1991 à 56 ans et Philip est mort d'une crise cardiaque 2004 à 69 ans. Le 1er janvier 1936, Crosby a repris l'émission Kraft Music Hall de NBC à Paul Whiteman, déplaçant l'émission de New York à Hollywood. Elle est devenue l'une des émissions de stars les plus longues de la radio, durant jusque 1946. Le mélange de musique, de comédie et du style décontracté de Crosby a fait un succès tout lui permettant d'équilibrer le travail cinématographique avec la radio. Février 1937, Crosby a lancé le premier tournoi de golf Crosby Pro-Am au Rancho Santa Fe Golf Club. Les fonds des commanditaires étant rares pendant la dépression, il a personnellement versé 3 000 $ aux professionnels. Des stars comme Fred Astaire et Alan Hale ont joué aux côtés de légendes du golf comme Sam Snead, qui a gagné avec un score de 68. Le format est devenu le célèbre AT&T Pebble Beach Pro-Am. 1939, la domination de Crosby a atteint de nouveaux sommets, avec 24 singles distincts dans les classements une seule année. Sa musique a envahi les ondes, frustrant les rivaux, qui ne pouvaient pas obtenir de temps d'antenne. Cela a couronné ses 5 premières années avec Decca et a donné le ton à son règne tout au long des années 1940. La première fois que le public a vu Bing Crosby et Bob Hope ensemble à l'écran, c'était 1940, lorsque Route pour Singapour a été présentée première le 13 mars au Paramount Theatre de New York. Le film est devenu un succès instantané, lançant l'une des séries de films les plus réussies d'Hollywood. Pourtant, le partenariat a failli ne jamais avoir lieu. Le projet a d'abord été offert à Fred MacMurray et Jack Oakey sous le titre Road to Manderley, puis à George Burns et Gracie Allen sous le titre Beach of Dreams.
Ce n'est qu'après que les deux pères ont refusé que Paramount a réuni les deux rivaux de la radio. Le tournage a commencé le 2 octobre 1939 et s'est terminé décembre avec des scènes de jungle tournées à l'arboretum du comté de Los Angeles. La chimie semblait naturelle, mais ils avaient joué ensemble des années auparavant dans le vaudeville, de sorte que le jumelage était plus calculé qu'accidentel. Le film s'est classé au 17e rang des films les plus rentables de 1940 aux États-Unis, prouvant que le pari avait fonctionné. 5 ans plus tard, Crosby a marqué l'histoire. Le 15 mars 1945, il est devenu le premier chanteur professionnel à remporter l'Oscar du meilleur acteur, le remportant pour son rôle de père, Chuck O'Malley, dans La route semée d'étoiles. Le film a remporté 7 de ses 10 nominations, dont celle du meilleur film. Crosby a failli rater la cérémonie. Il était sur le terrain de golf, vêtu de façon décontractée et sans son toupet, lorsque la nouvelle lui est parvenue. L'avertissement de sa mère, qu'il n'entendrait jamais la fin s'il séchait, l'a convaincu de se précipiter au Grauman's Chinese Theatre. Gary Cooper, lui, a remis le prix. Et Crosby a plaisanté. « Je ne pourrais pas être plus surpris si je gagnais le Kentucky Derby. » Ironiquement, il avait résisté à prendre le rôle au début, mal à l'aise à l'idée de jouer un prêtre. Pourtant, c'est devenu le moment déterminant de sa carrière d'acteur et l'a aidé à devenir l'attraction du box-office numéro 1 d'Hollywood. De 1944 à 1948, la domination de Crosby a été inégalée. Aucun autre acteur n'avait jamais été l'attraction du box-office numéro 1 pendant 5 années consécutives. Son apogée a eu lieu en 1946, lorsque 3 des 5 films les plus rentables de l'année étaient les siens. Les cloches de Sainte-Marie a rapporté 8 millions de dollars, Blue Skies et Route pour l'Utopie. Ces 3 films à eux seuls ont rapporté 18 millions de dollars de location. Cette même année, Ingrid Bergman l'a dépassé terme de bénéfices uniquement parce qu'elle avait 4 films rapportant un total de 21,75 millions de dollars. Hollywood a connu son année la plus rentable de tous les temps, 1946, avec 19 films rapportant plus de 4 millions de dollars chacun, un record à l'époque. Au cours de sa carrière de 1932 à 1972, Crosby a joué dans 55 longs métrages et un nombre étonnant de 29 ont atterri dans le top 10 pour leur année de sortie. 1948, sa renommée avait atteint un point que peu pouvaient être égalé. Cette année-là, des sondages américains l'ont désigné comme l'homme le plus admiré au monde, le plaçant au-dessus de Jackie Robinson et même du pape Pie Dawes. Sa musique était partout. Music Digest a estimé que ses chansons représentaient plus de la moitié des 80 000 heures hebdomadaires de musique enregistrées diffusées sur les radios américaines pendant la Seconde Guerre mondiale. Le magazine Yank lui a attribué le mérite d'avoir remonté le moral des soldats plus que quiconque et il a recueilli 14,5 millions de dollars obligations de guerre. 1960, il avait vendu 200 millions de disques. Il était simultanément la plus grande star du cinéma, de la radio et de la musique. Un niveau de domination culturelle que peu ont jamais égalé. Pourtant, l'adoration cachait une vérité plus sombre sur sa vie privée, une vérité soigneusement protégée du regard du public. Ce contraste était présent depuis des années. 1937, la presse l'a désigné comme le père le plus typique d'Hollywood, une étiquette qui allait plus tard sembler douloureusement ironique. À la maison, Crosby était souvent absent, et lorsqu'il était présent, il était un disciplinaire strict et froid. Son mariage avec Dixie Lee, qui a débuté en 1930, a été troublé par sa lutte contre l'alcoolisme. Elle est décédée d'un cancer de l'ovaire en 1952, à seulement 42 ans. Leurs 4 fils ont tous lutté contre l'alcoolisme à l'âge adulte. 2 d'entre eux, Lindsay et Dennis, se sont suicidés en 1959 et 1991. Gary Crosby, l'aîné, a révélé dans ses mémoires de 1983, Going My Own Way, que leur vie de famille était marquée par la peur, le contrôle et la distance émotionnelle.
Alors que le public voyait Crosby jouer des figures paternelles chaleureuses et compatissantes à l'écran, ses propres enfants portaient les cicatrices d'une éducation qui les avait laissés avec de profondes blessures émotionnelles et un héritage de douleur. La vie de Bing Crosby semblait polysurface. Mais derrière le charme et la musique se cachait un réseau de secrets, de risques et d'ambition. À la fin de 1944, lors du tournage de Duffy's Tavern, il a commencé une romance avec l'actrice Joan Caulfield, âgée de 22 ans. Ce n'était pas une aventure tranquille. 1945, leur connexion était assez intense pour que leurs amis le remarquent et l'actrice Patricia Neal a révélé plus tard le chagrin de Joan d'aimer un homme marié, plus âgé, aussi célèbre que Gary Cooper. Des dossiers du FBI et même des entrées de journal de deux sœurs qui les suivaient montrent le couple allant au théâtre, à l'opéra et à des dîners coûteux à New York. La mère de Joan venait parfois, mais le sérieux de leur relation était clair. Paramount a même annoncé 3 autres films pour la paire avant que leur précédent ne soit sorti sale. Le jeu était une autre partie de la double vie de Crosby. Les dossiers du FBI détaillent comment, 1930, il devait des milliers de dollars à des figures liées à la mafia, payant une fois un seul gangster 10 000 dollars. Il a reçu des menaces de mort exigeant 6 000 dollars, dont une note remplie de haine et de promesses de violence. Ses habitudes de jeu l'ont conduit dans un tripot illégal de Burbank avec Bob Hope, où les 2 hommes ont été discrètement autorisés à partir, tandis qu'une centaine d'autres clients étaient arrêtés. Ses finances étaient parfois si limitées qu'il devait emprunter à des amis comme Frank Sinatra pour couvrir ses dettes. 1948, Crosby a pris une décision qui allait changer l'industrie du divertissement. Il a envoyé à Ampex un chèque de 100 000 dollars sans note, finançant la création du premier enregistreur à bande magnétique pratique. C'est 1,1 million de dollars d'aujourd'hui. La technologie lui a permis de préenregistrer des émissions de radio, de corriger les erreurs et de libérer son emploi du temps pour les voyages, les jeux et la vie sociale. Il a obtenu les droits de distribution exclusifs à l'ouest du Mississippi pour les enregistreurs Ampex et les bandes 3M, faisant fortune grâce à la technologie même qu'il avait contribué à développer. Sa vie de famille avec sa première femme, Dixie Lee, était remplie de tensions. Elle a lutté contre l'alcoolisme tout au long de leur mariage et a failli mourir après une apparente surdose janvier 1945. Elle est décédée d'un cancer de l'ovaire le 1er novembre 1952, à seulement 3 jours de son 43e anniversaire. Des experts ont soupçonné plus tard que leur fils jumeau présentait des signes de syndrome d'alcoolisation fœtale. Crosby avait même envisagé le divorce 1941 à cause de sa consommation d'alcool, mais sa mort a mis fin à un mariage difficile qui était devenu un problème de relations publiques pour lui. Il y a également eu des moments où ces relations sont devenues dangereuses. Les dossiers du FBI décrivent un incident où, après une nuit entière de beuverie avec des criminels, Crosby est entré dans une rage dans une boîte de nuit. 2 hommes armés l'ont maîtrisé, tandis que d'autres ont forcé un témoin à monter dans une voiture, l'ont menotté, ont conduit à grande vitesse et l'ont battu. Ses amitiés avec des gangsters et son habitude de les payer étaient depuis bien connues du bureau. Edgar Hoover surveillait personnellement ses activités. 1954, Crosby a rencontré Catherine Grant, âgée de 23 ans, alors qu'elle l'interviewait lors du tournage de White Christmas. Il avait 54 ans. Ils se sont mariés 1957 après qu'elle se soit convertie au catholicisme et ils ont eu 3 enfants qui ont chacun construit leur propre carrière dans le cinéma ou le sport. Catherine a parlé plus tard des difficultés d'être mariée à quelqu'un avec des attentes traditionnelles dans une ère mutation. Alors même qu'elle poursuivait sa propre carrière cinématographique, la richesse de Crosby a augmenté grâce à des entreprises commerciales bien au-delà de la musique et du cinéma. Il a acheté une participation de 25 % dans les Pirates de Pittsburgh, 1946, a possédé des stations de télévision à Los Angeles et à Portland, et a développé des affiliés près de son alma mater.
Ses investissements dans les courses de chevaux et autres divertissements ont ajouté des millions de plus. Son approche avant-gardiste s'est étendue à la production télévisuelle. Le 11 novembre 1951, sa société a présenté le premier système d'enregistrement sur bande vidéo. La version initiale était floue, mais 1952, elle s'était suffisamment améliorée pour impressionner la presse. Crosby a compris que posséder ses émissions et pouvoir les enregistrer selon ses propres conditions serait rentable pendant des décennies. Et ce fut ça le cas. Même son célèbre partenariat avec Bob Hope a fini par s'estomper. Au moment où ils ont tourné Route pour Hong Kong 1962, leur amitié s'était refroidie, un arrangement purement professionnel. Dorothy Lamour était à peine mise avant, les blagues semblaient écrites et le charme facile des films précédents avait disparu. Pour Crosby, l'attention s'était déplacée. L'homme qui chantait White Christmas à des millions de personnes était maintenant tout aussi investi dans son empire, sa nouvelle famille et la protection de l'image soigneusement construite qui cachait le chaos coulisses. Entre 1960 et 1977, Bing Crosby a maintenu un rituel strict pour son fils aîné, Gary. C'était aussi humiliant que cruel. Chaque semaine, Gary devait monter sur la balance sous le regard froid de son père. Si les chiffres ne lui plaisaient pas, Gary était envoyé directement au bureau de son père pour une fessée. Crosby ne s'est pas arrêté à la punition privée. Devant des inconnus, il appelait Gary par des noms comme « cul de seau »,« fesse de sacoche » et « mon gros gamin ». Gary a admis plus tard qu'il avait un large derrière dans son enfance qui rendait son père fou. Ses pesées se terminaient toujours par des larmes et laissait Gary associer la nourriture à la honte et à la douleur pour le reste de sa vie. Les dommages ont persisté pendant des décennies, alimentant les troubles de l'alimentation et paralysant sa confiance. La maison Crosby était régie par la peur. Les 4 garçons vivaient sous une menace constante de violence. Gary se souvenait comment son père rentrait à la maison à 18h et quelques minutes, il entendait ce que Gary avait fait. Ensuite venait la raclée. Pantalon baissé, penché, fouetté jusqu'au sang. Crosby n'était jamais hors de contrôle. Il était calme, presque mécanique. Au fil du temps, la punition était devenue plus sévère. Il est passé des ceintures aux cannes. Lors d'une raclée, il a tenu la canne comme une batte de baseball et a frappé Gary 13 fois. Même de petites erreurs pouvaient entraîner une honte publique. Parfois, les enfants devaient porter leurs sous-vêtements autour du cou jusqu'à l'heure du coucher, une punition que leur père appelait se moquant la Crosby-Lavalière. Dennis l'a résumé simplement. Il a reçu la première raclée et nous avons eu la deuxième. Les 4 fils de son premier mariage se sont tournés vers l'alcool à l'âge adulte. Leur mère, Dixie Lee, était décédée à 41 ans des complications de l'alcoolisme 1952. Les garçons ont suivi le même chemin. Gary, Dennis, Philip et Lindsay ont chacun bu beaucoup pour engourdir la douleur de leur éducation. Pour 2 d'entre eux, la boisson s'est terminée tragédie. Lindsay s'est enlevé la vie 1949 à 51 ans. Dennis a fait de même 1941 à 56 ans. Philip, que l'on croyait atteint du syndrome d'alcoolisation fœtale, est décédé d'une crise cardiaque 1994. Gary a finalement cherché de l'aide, a rejoint les Alcooliques Anonymes et a parlé publiquement de sa dépendance avant de mourir d'un cancer du poumon 1995 à 62 ans. Aucun n'a échappé à l'ombre de son enfance. Même lorsque ses fils luttaient contre la dépendance et la dépression, Crosby restait émotionnellement distant. Gary a dit qu'essayer de se connecter avec lui était comme avoir affaire à une poutre de serpillière. Au lieu de chaleur, Crosby leur donnait des règles financières. Il a mis place des fonds fiduciaires qu'ils ne pouvaient pas s'en toucher avant l'âge de 65 ans. Philippe a dit un jour « Mon père pensait, dans combien d'ennuis pourront-ils se mettre alors ?» Ils vivaient des chèques mensuels du fonds fiduciaire de leur mère, incapables de conserver des emplois stables. L'arrangement les maintenait dépendants et leur rappelait qui avait le contrôle.
Même lorsque les vies de Dennis et Lindsay s'effondraient, Crosby restait la même figure froide qu'ils avaient crainte étant enfants. Septembre 1977, Crosby a enregistré son dernier album, Seasons, sur 3 jours à Londres. Il serait publié après sa mort, avec le slogan « Le chapitre de clôture ». Au début d'octobre, il a terminé une série de 2 semaines à guichet fermé au London Palladium, suivi de son dernier concert à Brighton le 10 octobre. 3 jours seulement avant sa mort, il a enregistré 8 chansons et a donné une interview à la BBC avec l'orchestre de Gordon Rose. Les auditeurs n'avaient aucune idée qu'ils entendaient la fin d'une carrière de 50 ans. Le 13 octobre, il s'est envolé pour Madrid pour un long week-end de golf et de chasse. Le lendemain, au La Moraleja Golf Course, il a joué 18 trous avec le champion Manuel Piñeiro. Crosby était de bonne humeur et a même chanté « Strangers in the Night » aux ouvriers du bâtiment au 9e trou. Après avoir remporté le match par un coup, il s'est dirigé vers le clubhouse et a prononcé ses derniers mots. « C'était un excellent match de golf, les gars. Allons prendre un Coca-Cola. » À seulement 20 mètres de l'entrée, il s'est effondré et est mort instantanément d'une crise cardiaque à 75 ans. Sa veuve a dit plus tard que c'était la façon parfaite pour un golfeur qui chantait pour gagner sa vie de partir. La réaction de Bob Hope à la nouvelle a été étonnamment froide. Après des décennies de collaboration, tout ce qu'il a dit, c'est « C'était un excellent partenaire. » Pas d'hommage, pas de bons souvenirs. Plus tard, il est apparu que Hope avait admis à des amis qu'il n'avait jamais vraiment aimé Crosby et qu'il le détestait parfois. Leur amitié, semblait-il, avait toujours été pour les affaires, pas pour la fraternité. La deuxième épouse de Crosby, Catherine, a parlé plus tard de leur mariage. Elle a dit qu'il l'avait courtisée avec des lettres d'amour qui l'avaient convaincu d'abandonner sa carrière et de se concentrer sur la vie domestique. Elle avait 30 ans de moins et Crosby préférait qu'elle corresponde à son idéal de la femme parfaite. Elle a même suivi des cours de cuisine et de décoration d'intérieur pour lui. Catherine a dit qu'il admirait les femmes fortes comme sa mère, qui dirigeaient leur famille sans poser de questions. Bien qu'elle ait défendu l'amour dans leur mariage, elle a également admis qu'il attendait de la tradition, du contrôle et une maison qui tourne autour de lui.